Et voilà. Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement, de nous donner la possibilité de vous présenter cette technologie qui est React Native. Merci aussi au lieu de nous avoir accueillis. Et merci à vous d'être ce soir pour m'écouter. Alors, je vais vous présenter React Native. Alors, qu'est-ce que c'est React Native? C'est une technologie qui est développée par Facebook et que Facebook décrit très bien en disant que React Native, ça vous permet de faire des applications mobiles en utilisant uniquement JavaScript et en utilisant les principes et les concepts de React.js. Donc une application mobile, qu'est-ce que c'est? Une application mobile, c'est un logiciel qu'on va spécifiquement développer pour une plateforme électronique mobile. Donc qui dit plateforme spécifique, dit langage spécifique, SDK spécifique et pour un matériel cible, les modes de compilation et de déploiement spécifiques. Donc quand on va parler de mobile, quand on va aller dans la problématique mobile, la première question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de développer une application mobile? Parce que c'est un chemin qui peut être jalonné d'embûches, surtout si on prend la voie du natif, et parfois, pour ses clients, ça dépend pourquoi vous voulez faire du mobile. Si c'est pour vous amuser, alors je vous invite à essayer de faire ce que vous voulez, les technologies que vous voulez. En revanche, si c'est pour un client, on peut toujours se poser la question si un site responsive bien fait ne suffirait pas. Si quand même vous voulez découvrir le développement mobile, à en faire pour vous amuser ou pour un client, parce qu'il a vraiment besoin d'une application mobile, il y a une autre solution qui consisterait, donc sans React, sans natif, sans rien, à utiliser une des nombreuses plateformes de WYSIWYG qui permettent de se créer une application en drag and dropant des composants et en connectant ça plus ou moins bien avec son backend. C'est aussi une approche qui est viable, qui marche, qui n'est pas chère. Le problème, c'est que souvent dans la vie réelle, on a besoin d'implémenter pour ses clients, pour son entreprise, des fonctionnalités spécifiques, de faire du custom, et pour ça, en général, on va avoir besoin de développer. Donc c'est ce que je vous propose, c'est la problématique que je vous propose d'aborder ce soir. Alors premièrement, les plateformes vers lesquelles on va développer. Aujourd'hui, on est en 2017, et en 2017, les parts de marché sur les devices mobiles, alors ça, ce sont les parts de marché pour la France, enfin, StatCounter mesure à peu près les parts de marché, on va dire. On voit clairement qu'il y a deux plateformes qui occupent 96% du marché, Android et iOS. Je crois, sans dire de bêtises, que les Windows Phone sont capables de faire tourner les applications Android plus ou moins. Je n'ai pas exactement compris comment ça marchait, mais de toute façon, on est sur des petites parts de marché. En tout cas, déjà pour commencer, se concentrer sur deux plateformes, c'est pas mal. Et déjà, c'est pas simple. Le problème, quand on va vouloir développer sur ces deux plateformes, et en général il faut développer sur ces deux plateformes, parce que sinon on aura quand même la moitié du marché de fait, c'est qu'on va devoir manipuler deux langages différents, enfin même pas, parce qu'on a le choix sur iOS entre Objective-C et Swift, on va devoir connaître deux SDK différents et utiliser deux IDE différents, ce qui n'est pas toujours simple, et évidemment dans le projet, tout va être différent. La manière dont on build, les outils de développement, les outils de debug, tout est compliqué. Faire du natif, ça veut dire aussi de trouver des collaborateurs, parce qu'on fait rarement un projet tout seul, surtout sur les deux plateformes. Et là, c'est pas simple, parce que les compétences sont rares. Donc deux bases de code, deux projets distincts, des coûts qui explosent. Le natif, ça marche très bien. Si vous en faites, c'est super. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche? C'est ce que propose React Native. Native vous propose de développer en mobile et une application qui est vraiment native, enfin pas native puisque forcément il y a JavaScript dedans, mais avec une UI qui est vraiment la UI du device, donc le SDK natif, une application qui va fonctionner sur deux devices, qu'on va compiler deux fois pour l'envoyer à la fois sur de l'Android et à la fois sur de l'iOS. Alors commençons par un fait. JavaScript, depuis 2016, est le langage le plus utilisé du monde. C'est celui autour duquel il y a le plus d'activité. Alors, évidemment, qui dit plus gros langage, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. On est tous, je pense, conscients dans cette salle des limites de ce langage, on est tous conscients de ce qui ne fonctionne pas bien dans ce langage. Mais, il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple le sondage annuel de Stack Overflow, en 2016, JavaScript est loin devant d'autres langages, d'autres technologies, malgré ses défauts nombreux.
Raymond, pareil, dans son Programming Language Ranking, place JavaScript tout en haut à droite. Alors plus c'est en haut à droite, et plus c'est mieux. Et là, JavaScript, c'est tout en haut, tout à droite. Donc c'est le plus utilisé, c'est celui le plus court. T'as pas de son, c'est un problème de son? Non. Ok. Désolé pour Arsène. Évidemment, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, il y a quelque chose sur lequel on peut tous tomber d'accord, c'est le fait qu'autour de JavaScript, depuis quelques années, il y a un engouement qui est assez unique et il y a une montée en puissance de ce langage, de ses usages. Alors comme l'a dit Julien, nous on utilise aujourd'hui JavaScript dans le spatial. Voilà, c'est pour piloter des vraies missions satellites, parce que c'est un langage et un écosystème, et tous les principes qui sont implémentés dans cet écosystème permettent de répondre à des vraies problématiques industrielles où les autres technologies ont échoué. Donc c'est un langage qui, certes, n'est pas le meilleur, mais qui est de plus en plus utilisé, qu'on retrouve dans plus de domaines. C'est un langage qui évolue aussi à grande vitesse, le travail de la norme ECMA. Merci à la transpilation qui permet aussi à ce langage de nous permettre de développer dans les dernières versions du langage et de compiler du code, enfin de transpiler du code qui va être utilisable partout. C'est hyper facile à apprendre. Parce que bon, en fait, c'est plein de défauts, c'est mal foutu, d'accord, mais en fait, c'est pas typé, donc ça permet de démarrer plus facilement. Il suffit d'avoir un navigateur, d'ouvrir la console, de taper une ligne de JavaScript et de faire entrer. On peut démarrer tout de suite à faire du JavaScript. Ça, c'est pas mal, rien à installer. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que JavaScript, malgré tous ses défauts, c'est un langage qui, en ce moment, est en train de vivre une effervescence qui est sans comparaison, sans commune mesure avec tout ce que l'histoire de l'informatique, allez, on va dire ça, a connu jusqu'à maintenant, du fait qu'en fait, aujourd'hui, on a Internet, on a GitHub, on a ce langage qui est disponible et accessible à tout le monde, et donc en fait, il y a énormément de projets qui, tous les jours, émergent, naissent, meurent, sont forkés, sont modifiés, il y a énormément d'essais, il y a plein de qui sortent tous les jours, deux ou trois JavaScript qui meurt et il y en a 5 qui naissent. Il y a une dynamique incroyable qui permet d'essayer plein de trucs et puis de temps en temps il y a des trucs miraculeux comme Redux qui sortent de là, 60 000 stars sur GitHub, 100 lignes de code. La manière dont on a d'aborder la gestion du state d'une application et ça vient un petit peu de ce bouillon. Donc moi je suis très enthousiaste, vous l'aurez compris, autour de ce langage et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de se poser la question si on peut faire des applications mobiles pour de vrai avec du JavaScript, parce que l'avantage qu'on va avoir avec JavaScript, c'est qu'on va trouver très facilement beaucoup de développeurs, très facilement beaucoup d'outillage, très facilement beaucoup de support. Et ben ça, c'est plutôt pas mal quand on a besoin de faire une application et qu'on ne va pas la faire tout seul. Voilà. Donc, développer ces applications en JavaScript, c'est une idée qui n'est pas neuve en fait. C'est une idée qui existe à peu près, qui est apparue à peu près au même moment que les smartphones. Donc, dès que l'iPhone, qui est sorti en 2007, je crois, et qui a posé une sorte de standard, en fait, en termes d'UX, sur lequel toutes les autres plateformes, surtout Android, quelques années plus tard, a embrayé. Dès le début, il y a eu des tentatives d'utiliser les technologies du web, les technologies qu'on connaît tous, pour faire des applications mobiles. En ça, Facebook était un des précurseurs. Facebook, c'est vraiment très, très intéressant son histoire. Parce que Facebook sur iOS, c'est vraiment différents cycles, différentes époques où ils ont testé les différentes approches possibles sur le terminal parce que Facebook, qui était déjà donc dès 2007 une des startups les plus en vue, le réseau social le plus en vue, celui qui avait le plus de contraintes, mais aussi celui qui avait le plus de moyens. Donc la boîte capable d'attirer les meilleurs talents, les meilleurs développeurs Objective-C, les meilleurs développeurs Android, avec aucun problème dans sa capacité à investir pour faire des projets. Ils ont eu une constatation qui était de dire faire du natif, c'est pas possible. Faire du natif, c'est trop cher. Pour une startup comme nous, c'est le bordel. On a 2 bases de code, on a 2 modes de compilation, 2 modes de développement. Même nous, qui sommes les plus en position de le faire, on ne peut pas le faire. Comment on fait? Donc ils ont essayé de faire des webhooks, du HTML5, ça n'a pas trop marché. En 2012, Mark Zuckerberg, dans une interview à TechCrunch, a dit on arrête le HTML5. Il y avait un énorme tollé sur Reddit, je ne sais pas certains d'entre vous s'en souviennent, on disait qu'en fait Facebook tuait l'approche technologie du web sur mobile.
Et finalement, ils sont revenus au natif et ils ont fini par inventer React Native, un peu par hasard, on va le voir, et finalement à trouver ce qui répondait à leurs besoins et ce qui je pense, répond aussi aux besoins qu'on peut avoir tous les jours, en tout cas à ceux que moi je rencontre chez mes clients et à ceux que je rencontre dans les entreprises que je côtoie. Facebook, ça n'a pas été le seul à le faire. Il y a une technologie qui est très connue aujourd'hui qui s'appelle Apache Cordova, ex-PhoneGap, qui existe depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. Le principe est assez simple. On va une couche de native, un tout petit layer de natif qui va tout de suite démarrer une WebView et toute notre application dedans va être réalisée avec du HTML, du JS et du CSS. Alors c'est super chouette parce que c'est facile, ça c'est cool. Si on a besoin de communiquer avec la couche native, eh ben, il y a des plugins qui sont fournis par la communauté. PhoneGap est open source. On a notre code qui est intégralement intégré, enfin qui est intégralement réalisé avec du HTML, du CSS et du JS. On peut utiliser éventuellement un framework le plus connu aujourd'hui et le plus mature et Ionic. Alors cette approche, très honnêtement, elle marche très très bien. Hein. Il y a beaucoup d'applications qui sont réalisées comme ça aujourd'hui. Finalement, ça pouvait tenir la route, mais il est quand même relativement compliqué d'arriver à une UX, à un feeling sur le device qui est vraiment proche du natif. Il y a quand même un délai, on n'a pas la même réactivité, on ne peut pas tout faire. Toutes les animations et les transitions sont calculées par le JS, donc ils ne sont pas GPU accelerated. Donc ça veut dire qu'on va avoir finalement une expérience utilisateur qui est quand même bien en deçà de ce qu'on peut trouver avec du développement natif. En plus, notre souci avec Cordova, le fait d'avoir un runtime en natif, donc l'exécution d'un process en natif, qui va pouvoir gérer la UI en native, et puis dedans de pouvoir de booter en fait une WebView et donc d'exécuter un player dans le player. Moi, ça me rappelle une technologie qui existait dans les années 2000 et qui en fait avait le même principe sur Internet, c'est-à-dire que dans un navigateur, on pouvait lancer un autre navigateur et faire des tas de trucs avec. Moi, je ne suis pas sûr que cette approche soit la bonne. En tout cas, heureusement, la technologie que je ne m'aventurerai pas à citer a disparu. Et je pense qu'il y a de meilleures approches et il doit y avoir un meilleur moyen de faire. Approche qui est aussi tout est valable. Ionic, c'est valable. En 2017, ça reste valable. Xamarin. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne comprends jamais les Anglais quand ils prononcent ce truc-là, donc je suis capable de le faire. Moi, je le lis Xamarin. L'idée, en fait, c'est une technologie Microsoft. Alors, c'est pas grave, parce que Microsoft fait des trucs formidables, notamment dans l'écosystème JavaScript depuis quelques années. Ils ont fait Visual Code qui est énorme, ils ont fait Code Push qui est juste génial. Et ils ont fait ça. Je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai eu des retours de gens qui développent avec et qui trouvent ça vraiment super. Et il paraît que ça marche vraiment bien. Donc, avec Xamarin, on coche un peu toutes les cases. On a des bonnes perfs, on a une bonne mix. Ce qu'on fait, c'est qu'on va coder, en fait, en C# XAML et on va builder, optimiser pour obtenir du bytecode natif, donc pour l'Android ou pour de l'iOS, et ça marche assez bien. Alors le souci c'est C#, moi j'aime bien, mais je comprends que certaines personnes n'aiment pas trop, et il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, trouver l'outillage autour de C#, trouver des collaborateurs C#, c'est quand même moins facile que trouver la même chose en JavaScript, des collaborateurs JavaScript. Maintenant, l'autre point qui est aussi partiellement propriétaire, je pense que si on est une entreprise, le choix de Xamarin, pourquoi pas? Si on est une entreprise qui a déjà une équipe qui fait du C#, et si en plus on a besoin, si on veut payer un support et un pack de services autour de la technologie qu'on utilise, eh ben ça peut être une bonne solution parce que Microsoft sait très très bien vendre du support et ça tombe bien, il y a vraiment. Troisième approche. Celle qu'on va étudier plus en détail ce soir, si on faisait donc une application native, donc enfin, en tout cas qui ressemble à une native, avec des composants affichés qui sont des composants natifs, entièrement en JavaScript. Alors il y a trois technologies, au moins trois, s'il y en a d'autres, je suis désolé, je les ai oubliées, mais j'en connais que trois, qui vous proposent cette approche aujourd'hui. On a la première, qui est la plus antérieure, qui est Titanium Accelerator, que je n'ai jamais utilisé, mais qui a une réputation aussi assez bonne. On a NativeScript, dont on entend beaucoup parler récemment, mais qui est pourtant antérieur à React Native. Alors, je l'ai appris en préparant cette présentation. Je pensais que NativeScript, en fait, était apparu après, que c'était la réponse Angular à l'émergence de React.
et on a enfin React Native, donc on va regarder un peu plus en détail comment ça marche. Pour moi, dans cette approche, on a un peu le meilleur des deux mondes. En tout cas, c'est comme ça que Facebook a essayé de le vendre au début. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une bonne facilité de développement, puisqu'on démarre un projet en 5 minutes. Si on connaît React en plus, on commence tout de suite on retrouve ses bases, on se sent à l'aise tout de suite. On peut tout de suite commencer à itérer sur son projet. Au niveau performance et UX, on est très très proche de ce qu'il y a sur Native. Mais vraiment très proche. Quand je dis qu'on n'est pas exactement pareil, c'est que l'overhead additionnel est vraiment minuscule et que oui, évidemment, il y a plein de cas où on va trouver, on sur un peu le truc, ça va plus vite en natif, bien sûr, parce qu'on adresse directement les ressources de l'OS, mais quand même, il faut reconnaître que React Native, sur les quelques benches, ils sont rares que j'ai pu trouver, à un niveau de performance, en tout cas sur ce qui est des transitions, des affichages et de la gestion des événements, des éléments de touch, est assez performant. Voilà, évidemment c'est du JavaScript, on a une seule base de code et donc ça va permettre de faciliter la gestion de son projet, puisque je ne l'ai pas dit, mais ces 3 technos supportent bien sûr iOS et Android, voire plus. React Native, on revient à la définition, donc on a vu, ça doit faire des applications mobiles, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire ce soir, en utilisant que JavaScript, très bien, et en utilisant le même design que React. Alors là, le problème, c'est que pour comprendre vraiment React Native, et je vais vous montrer un peu après le code React Native, il faut quand même comprendre à quoi ça ressemble React, et comment ça marche, et pourquoi. C'est une approche qui est pas mal, ou en tout cas, le concept de React n'étant qu'une implémentation, le concept de React est assez innovant et assez en rupture en fait avec les modèles qu'on avait précédemment de construction d'interface. J'aimerais juste vous poser une petite question. Dans la salle, combien parmi vous développent en JavaScript? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup de monde, c'est chouette. Donc ça étaye ce que je disais tout à l'heure. Si on veut faire une application React Native et qu'on a besoin de développeurs JavaScript, il y en a plein cette salle en tout cas. Et alors j'ai une deuxième question. Qui parmi vous a déjà fait React, ou en tout cas a déjà développé au moins un composant React? Ok, c'est pas mal aussi. Tiens, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas un troll. Qui parmi vous a déjà développé en Angular? Ok, cool. En Angular 2. Ouais, moins, d'accord. Ok. Mais c'est pas grave, pas de souci. Je pense que les deux technos se valent et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, React, pour les quelques mains qui n'étaient pas levées, qu'est-ce que c'est? React, c'est la vue et uniquement la vue. On dit toujours React n'est pas un framework et c'est vrai, c'est une librairie avec une API toute petite, comme ça. Je fais qu'une seule chose, mais je le fais bien. Pour moi, ça, c'est un des éléments et un des mantras les plus importants. Ça devrait être un des mantras les plus importants de l'informatique moderne. Pas beaucoup de choses, mais parfaitement bien, avec l'API la plus minimale possible. React, c'est hype. On a vu le nombre de mains levées dans cette salle. Alors, React, c'était la technologie à la mode en 2015. C'était celle qui était la plus trending, quoi. En 2016, il y a Vue.js qui est arrivé entre-temps, qui l'a fait un peu descendre dans le classement. Mais ça reste quand même super hype en 2017. En tout cas, en soirée, on peut dire qu'on fait du React sans trop en 2017. Et ça, c'est plutôt cool. La communauté React, évidemment, est ultra dynamique. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus dynamique dans l'écosystème JS. Mais en tout cas, les chiffres autour du GitHub de React ou tout simplement des packages NPM qui existent sont juste énormes, quoi. Ils sont énormes. Enfin, c'est fou. On est dans 27 500 packages. Alors bon, j'ai juste cherché React, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en relation directe avec React. Et bon, peut-être aussi avec le Reactive Programming, mais tant pis. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même, il y a vraiment un engouement autour de cette technologie. Et moi, je pense que c'est pour de bonnes raisons. Moi, je dis toujours, React, c'est simple. Et on me dit toujours, oui, mais c'est simple de faire ces 50 premiers composants en React. Le problème, c'est que quand le projet grossit, il y a plein de bonnes pratiques qui ne sont pas du tout triviales, qu'on découvre au fur et à mesure, et qui ne sont pas écrites, ou en tout cas pas très bien formulées. Et bien ça, c'est pas faux. Tout à l'heure, on va en voir d'ailleurs. Julien va nous présenter quelques-unes de ces bonnes pratiques autour du développement React et Flux, les deux en même temps. Et il faut bien comprendre que oui,
c'est très simple, mais le problème de toutes ces petites API derrière, c'est que ça demande quand même d'être soit bien accompagné, soit de passer du temps à essayer de se renseigner sur Internet, quelles sont les bonnes pratiques, comment il faut faire certaines choses et comment il ne faut pas en faire d'autres. Donc à ce sujet-là, je prépare un article justement sur Medium que je n'ai pas trouvé, l'article que j'aurais aimé trouver, avec les bonnes pratiques de React, les best practices React, surtout React Redux. Parce que le stack, c'est React plus Redux, c'est pas React tout seul. React, on va le voir, c'est que la vue. Et la vue dans une application, c'est quand même un peu limité, quoi. Ensuite, alors ce que je vous propose pour React, c'est une petite leçon sur React. En 2 minutes, on va essayer de faire ensemble le tour de tout React. Alors il va falloir aller vite. React, ça ressemble à ça. En fait, ça c'est un composant React sous la forme d'une classe ES6 avec une méthode render qui va retourner un bout de DOM. On voit le commentaire qu'on aurait pu écrire dans notre composant React de cette manière-là, c'est-à-dire tout simplement une fonction. Une fonction qui reçoit des arguments et qui retourne toujours le même résultat si on lui passe les mêmes arguments. Les composants peuvent se passer des props entre eux, ces fameux arguments. Là, par exemple, j'ai monté mon composant HelloMessage, qui est la racine de mon application. Je lui ai passé un argument props qui s'appelle name avec la valeur j, et je l'utilise dans le contenu par this.props.name pour l'afficher. Et je vous m'en parle, regardez, ça s'affiche, là, il y a marqué j à droite. Les composants donc, peuvent s'appeler entre eux, évidemment, parce que si on devait mettre toute notre application dans un seul composant, ce serait un tout petit peu compliqué. Donc, on va pouvoir construire un arbre de composants. Des composants vont appeler d'autres fonctions. Des fonctions vont appeler d'autres fonctions. On voit que j'ai un composant list qui va appeler des composants items et j'itère dessus. J'ai reçu en props, en argument, une liste d'items. Je fais tout simplement un map dedans. Et pour chacun des éléments de ma liste, je vais mettre un composant item. Ça va me donner mon arbre d'une liste composée de plusieurs items. Alors les composants peuvent être stateful et ça peut arriver, mais c'est surtout sur les petites applications ou dans certains cas particuliers pour stocker un état comme ça, la position de scroll ou autre. Alors oui, on peut aussi faire des applications totalement stateful, c'est vrai, avec des state React. Moi je le déconseille. On ne va pas s'apesantir là-dessus. Il faut juste savoir qu'on peut quand même stocker un état. Voilà, là, on voit comment on capture une action utilisateur, qu'on met à jour l'état et à chaque fois que l'état sera mis à jour, le render sera réappelé et exécutera les renders consécutifs de notre arbre à partir de ce point de l'arborescence. Il existe aussi quelques composants de cycle de vie qui permettent d'agir au niveau du cycle de vie de React. Voilà, là par exemple, quand mon composant est monté, composant mount, la première fois qu'il est monté dans le DOM, et uniquement cette fois-là, il va, enfin, chaque fois qu'il est monté à nouveau, je veux dire, il va subscribe à un WebSocket pour écouter un événement et brancher un listener qui sera this increment. Et quand je vais démonter le composant, je vais pouvoir démonter mon subscribe. Alors, bravo à tous, vous venez de devenir presque tous experts React, parce qu'en fait, l'API de React, c'est pas beaucoup plus que ça. Il n'y a pas grand-chose. On l'a dit, c'est simple, c'est minimal, et ça fait qu'une chose. Et ça, moi, je trouve que c'est important, parce que, comme le dit très bien Dana Marmov, la compréhension, la compréhensibilité compte beaucoup en informatique, et je pense qu'aujourd'hui, on construit des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Donc moi j'ai tendance à croire qu'il nous faut des technologies de plus en plus simples pour que la complexité se situe dans notre implémentation, dans le métier qu'on met en œuvre pour nos clients, mais pas dans la manière dont on doit se battre avec la technologie qu'on utilise pour faire exactement ce qu'on veut, parce que ce n'est pas prévu par les concepteurs et il faut mettre des workarounds partout. React c'est rapide. On entend souvent ça au sujet de React. Et React c'est rapide, c'est vrai, dans certains cas, enfin en général c'est rapide et on va voir pourquoi. Alors, on va faire un peu de théorie, un tout petit peu de théorie, et après je vous promets qu'on regarde à quoi ressemble React Native. React en fait, on l'a vu, c'est une fonction, un composant c'est une fonction, et c'est un arbre de composants. Donc c'est une fonction qui va appeler d'autres fonctions. Et si on ne gère pas les états, on peut même dire que c'est des fonctions pures. Okay ? Donc, ma UI, la description de ma UI à un instant T, m'est donnée par l'exécution de ma fonction f, mon arbre de composants, en lui passant un état, l'état state. S'il se passe quelque chose dans mon application et que mon état change, j'ai reçu des données par WebSocket, un utilisateur a cliqué quelque part, a déclenché une action, n'importe quelle mutation de l'état, je vais pouvoir réexécuter ma fonction f, mon arbre de composants,
avec mon nouvel état et je vais obtenir la nouvelle description de ma UI. C'est là où React rentre en jeu. React va tout simplement faire un diff entre l'ancien état, le nouvel état, et je vais obtenir le subset le plus minimal des modifications à apporter dans mon interface actuelle, ce qu'il est affiché, pour me mettre dans l'état correspondant au dernier état de mon application. Et donc React ne va modifier que le minimum de DOM. Et c'est ça, c'est surtout ça, et c'est d'ailleurs presque que ça qui fait que React est rapide. Il va, contrairement à des frameworks plus impératifs, ne modifier que ce qui a besoin d'être modifié. Et en général, c'est souvent pas grand-chose dans une application. Les états UI et NewUI, c'est ce qu'on appelle le Virtual DOM, pour ceux qui en ont entendu parler mais qui ne savaient pas ce que c'est. Et le diff, l'opération diff, c'est la réconciliation. Après la réconciliation, React va opérer des updates. En fait, dans React, quand Facebook a inventé React, ils l'ont inventé un peu par hasard, encore une fois pour leurs besoins, parce que Facebook ne fait que des trucs pour eux à la base, c'est qu'ils répondent vraiment à des problématiques qu'ils ont. C'est le cas pour Flux, pour React Native, pour Jest. Et en fait, c'est que ce principe, ce pattern de développement qu'on a vachement bien éprouvé, avec nos propres sites, nos propres applications, on ne pourrait pas l'appliquer à du mobile, puisqu'on a toujours un problème avec du mobile, c'est que pour l'instant, au moment où ils ont inventé React Native un peu par hasard, ils étaient encore en train de faire du natif, c'était pas facile, ils avaient beaucoup de mal à itérer, ça reste une start-up, donc ils ont besoin de faire des releases en continu, ils ont besoin de pousser des nouvelles fonctionnalités pour voir si on va les garder ou si on va les jeter, et le problème c'est que le natif c'était compliqué, donc ils se sont dit, mais on va essayer et on va voir. Ils ont essayé, et ils ont vu, ça a fonctionné. Ça a fonctionné tout de suite. Le concept s'appliquait aussi à ce qui n'était pas exactement un HTML. Démarrer le développement d'une application, qui est l'application advertising, enfin celle où on crée ses campagnes de pub, celle où on paye, en fait l'application la plus critique de Facebook, celle où l'argent rentre, donc là où les annonceurs vont mettre de l'argent, l'application la plus métier et la plus importante de leur écosystème. Ils ont tenté de la réécrire en React Native et ils y sont arrivés. 3 mois ça leur a pris. En 3 mois, ils étaient pratiquement isopérimètres par rapport à la version d'avant. Et ils ont dit, ça marche. Et je pense qu'ils étaient les premiers étonnés. Donc React Native, on a vu, ça permet de faire des applications mobiles en utilisant uniquement JavaScript et en utilisant les designs, les concepts, les patterns de React. Alors maintenant, on va voir à quoi ça ressemble React Native. Et bien en fait, React Native, c'est assez simple. Ce sont des composants. Voilà. Là, on a un composant. Là, on a une application React Native, tout bêtement. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas très complexe. Ce qu'elle fait là, c'est tout simplement qu'on va déclarer un composant, qu'on va monter, déclarer comme composant racine de notre application. On va y mettre du texte et tout simplement, on va avoir une application native à droite. À droite, c'est vraiment une UI. Elle est très jolie là, mais c'est une UI native. On est vraiment sur des composants natifs du SDK. Voilà, des vues et des textes. Alors on voit juste la petite différence en React Native, mais qui est importante, c'est que ici dans notre composant, c'est pas des divs pour renvoi, c'est pas des spans, c'est pas du tout du code HTML qu'on va mettre dedans. Ce qu'on va renvoyer, c'est vraiment des composants très spécifiques, parce qu'il faut que ce soit des composants qui soient implémentés sur les 2 plateformes cibles, et surtout des composants qui soient transformés, en quelque sorte, en vrais composants natifs qu'on peut trouver sur la plateforme cible. Il y a quelques composants fournis par React, par défaut, il y a beaucoup de composants fournis par React, on voici quelques-uns. Donc on a la vue qui est en fait l'équivalent de la div sur le web. On a le texte qui nous permet de mettre du texte, de le mettre en forme, etc. etc. Donc ça c'est une petite particularité par rapport à ce qu'on va faire dans un navigateur. On va avoir du texte, enfin on va avoir des divs avec plusieurs champs de texte, il faut forcément wrapper en fait ces textes dans du texte. On a également des images, on va voir plus loin, et tout un tas d'autres boutons et d'autres fonctionnalités, et notamment tout un tas de composants d'affichage de listes, parce qu'il y a la problématique UX sur les listes sur mobile est omniprésente, et il y a beaucoup de manières d'afficher des listes. React nous propose plusieurs implémentations. Et évidemment, tout ça, il va falloir qu'on puisse le styler, donc on peut le styler tout simplement, avec des styles qui sont déclarés en bas, ici. C'est pas du CSS. C'est vraiment des styles
propres à React Native parce que c'est des styles qui doivent correspondre à ce que les composants natifs savent faire. On voit qu'il y a un système de cascade possible dans un composant. Ce n'est pas vraiment de la cascade, mais par exemple le troisième texte, Big Red, on lui applique deux styles et c'est pour la couleur le dernier qui va s'appliquer. Voilà. On a évidemment tout un tas d'outils pour le layout, tout un tas d'outils de mise en forme, de construction de mon interface, d'élasticité qu'on peut mettre en œuvre dans l'interface. Il y a des petites particularités, comme par exemple toutes les unités de dimension sont exprimées en entier qui n'ont pas d'unité, justement, toutes les valeurs de dimension, qui n'ont pas d'unité et elles sont agnostiques de la densité en pixels du device. C'est React Native qui tout seul va s'occuper de faire correspondre les mesures que vous avez mises, que vous avez exprimées en dimensions correspondant au device en cours et à l'orientation en cours, etc., etc. On a des images, évidemment, c'est souvent utile dans une application d'afficher des images. Là aussi, c'est finalement assez simple. Soit on utilise toujours la balise d'image, mais soit on require un asset qui est local, qui est dans notre projet, soit on peut appeler des images sur le réseau. Dans ce cas-là, il faut leur préciser une taille cible pour l'affichage. On voit ici en bas comment on peut compenser certains manques, évidemment, des styles natifs. C'est que quand on veut faire sur React Native un background, enfin une image background, on va tout simplement créer un objet image dans lequel on va charger une image et on va nester à l'intérieur des composants qui peuvent être des textes, des listes, tout ce que vous voulez, et ça agira comme background. Évidemment, il y a tout un tas de composants qui permettent de gérer le touch et les interactions avec l'utilisateur, avec plus ou moins de handlers, les press, les on-press, etc., avec différents comportements au touch dans l'interface. En fait, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a dans React Native parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Le projet est assez jeune. Il a été open sourcé en 2015, uniquement en mars 2015, uniquement avec la version iOS. La version Android est apparue en septembre 2015, si ma mémoire est bonne. React Native qu'on connaît aujourd'hui sur les n'existe vraiment que depuis un peu moins d'un an et demi on va dire. Donc c'est une technologie assez récente et pour autant la liste déjà des composants qui sont fournis est très très importante. Donc vous trouverez sur la doc de React Native l'ensemble des composants qu'il y a. Et évidemment il y a plein de choses, il y a tout ce qu'il faut pour accéder au presse-papier, à la géolocalisation, il y a à peu près tous les modes de liste d'affichage qu'on pourrait imaginer. Mais il y a aussi des fonctionnalités pour stocker des données ou pour gérer les animations et les transitions. C'est un sujet qui est souvent pas totalement maîtrisé en React Native. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais React Native quand même permet un niveau de customisation dans ces animations, permet un niveau de contrôle sur les transitions qu'on peut avoir dans les écrans ou sur l'apparition d'éléments à l'écran qui est pas mal et qui est moins facile forcément à mettre en œuvre que dans du natif. Hein. C'est pas non plus la technologie magique, mais ça marche très bien. Un petit peu de code encore. Alors là, c'est juste pour illustrer une chose, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait tout en JavaScript qu'on peut pas utiliser le natif. Et je pense que c'est là où React Native a été pas mal au départ. Alors NativeScript a apporté une autre approche qui est aussi très intéressante, mais React Native tout simplement, dès le départ, un peu comme sur PhoneGap, je suppose, fournit des exemples de comment on peut exposer du code, des fonctions plutôt, depuis le code natif vers le code JavaScript, et inversement, comment le code JavaScript peut écouter des événements qui seraient émis par le code natif. Donc là, il y a un exemple tout simple en fait, où en bas, on a l'utilisation dans du React Native, donc en JavaScript, d'un module dit natif, donc là, au-dessus, illustré en Objective-C, ou tout simplement, on fait un console log, hein. RCT log info, c'est le console log d'iOS, enfin d'Objective-C, et on lui voit qu'on fait passer des arguments, et de l'autre côté, on obtient bien les strings. Voilà, donc finalement, c'est assez simple, ça ne veut pas dire, parce qu'on fait du React Native, qu'on ne va pas pouvoir faire de natif. On va aussi pouvoir faire de natif. D'ailleurs, moi je me souviens qu'à peu près au milieu de l'année dernière, quand React Native était déjà très conférencé, très documenté, beaucoup d'articles et tout, il y avait des studios de développement natif, donc spécialisés dans le développement natif, qui ont recruté, qui ont cherché des gens qui savaient faire du React Native.
parce que même pour leurs applications à eux, même eux dont c'est le métier de faire du natif, même eux dont c'est la valeur ajoutée, utiliser React Native, avoir recours à React Native, ça leur fait gagner du temps et que finalement à la fin pour faire des listes et pour afficher des formulaires, React Native ça marche très bien, c'est beaucoup moins cher et que quand on a un prestataire, même si sa valeur ajoutée c'est de faire du natif, eh ben, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser une technologie qui nous permet d'aller plus vite et donc d'avoir une marge peut-être plus élevée à la fin. Autre point important de React Native, c'est que ça a été fourni aussi avec un set d'outils de debug qui est très proche de ce qu'on a sur le web. Donc on peut, en secouant le device en mode développement, ouvrir ce menu qu'on voit ici, dans lequel on peut recharger son application, équivalent du contrôle R sur un navigateur. On peut aussi activer le live reload ou le hot reload, comme on le connaît avec Webpack, pour modifier ses styles et regarder comment ils évoluent en fonction de ces modifications dans le code. Mais on peut aussi ouvrir le debugger, et le debugger c'est tout simplement une console Google Chrome dans laquelle on peut accéder à tous les onglets qu'on a dans Google Chrome, y compris la partie network et y compris la partie console. Donc on peut faire des console logs dans son code. On peut mettre des breakpoints évidemment, donc ça c'est assez pratique, et surtout on peut utiliser les React DevTools et les Redux DevTools qui sont ultra pratiques. Tous ceux qui bossent sur React au quotidien, je pense, le savent, et ils fonctionnent parfaitement avec React Native. Un tout petit peu de configuration quand même, ça ne se fait pas sortie de boîte, mais ça marche quand même. Commencer avec React Native, c'est assez simple. Il y a un très bon tutoriel qui est fait par Facebook sur son site, sur le site de React Native, qui vous explique les quelques dépendances à installer. Le plus simple, évidemment, c'est sur Mac, avec le simulateur iOS, parce qu'il n'y a pratiquement rien à installer. Il faut qu'il y ait Node, il faut qu'il y ait Watchman. On tape ces 4 commandes et on a un projet qui se lance. On a ce projet-là qui se lance dans l'iOS Simulator. On peut ensuite commencer tout simplement à modifier le code et regarder ce que ça fait. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas essayer React Native parce que la mise en œuvre du stack, le démarrage dessus est extrêmement simple, 5 minutes. Une grosse partie de ces 5 minutes étant occupée évidemment à télécharger par Yarn toutes les dépendances dont il a besoin. Mais après, on commence tout de suite à travailler. Et ça, c'est quand même assez agréable. C'est aussi le secret d'une technologie qui veut émerger, c'est de faciliter l'accès à ces nouveaux utilisateurs. La maturité, c'est important la maturité, parce que quand on va choisir d'investir soi-même dans une technologie pour apprendre quelque chose, ou quand une entreprise va devoir prendre une décision, est-ce que je vais utiliser cette technologie-là dans mon application, j'aimerais savoir si la technologie elle va pas disparaître au bout de 6 mois, ou s'il y a des gens qui l'utilisent, est-ce qu'elle est maintenue, etc. etc. Donc c'est des questions tout à fait pertinentes, tout à fait louables. Les trois... En fait, non, je veux dire autre chose. Il est fort probable que dans cette pièce, vous ayez tous un smartphone et que sur smartphone, il y ait au moins une application qui soit faite tout intégralement ou en partie, en React Native. Ne serait-ce déjà parce qu'on a 3 gros acteurs qui ont du React Native dans leurs applications. Alors pas au même niveau d'intégration, mais Facebook, Instagram et Airbnb qui sont, je crois, dans le top 5 des applications iOS. Voilà, la semaine dernière, peut-être que ça a bougé depuis, mais voilà, utilisent React Native. Donc c'est déjà une technologie en prod, et c'est une technologie qui est en prod, pas juste sur des petits sujets, sur des énormes sujets, d'ailleurs. Et voilà, à côté on a aussi une... Donc ça c'est rassurant, c'est un point important, mais surtout on a aussi une communauté qui est juste ouf. Il y a 47 000 stars sur le projet, c'est dingue. Il y a 11 000 forks, 1260 contributeurs sur un projet GitHub. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait des PR et qui ont été mergés. C'est juste un truc de dingue. Il y a un engouement autour de cette technologie qui est ouf. Et 174 releases. React Native, c'est une release tous les 15 jours. Il n'y a pas beaucoup de technologies open source qui, après 2 ans, continuent à réaliser autant. Alors React Native, c'est super, vous l'aurez compris, je vous ai dit que c'était bien, mais en tout cas je suis convaincu, je l'utilise au quotidien. Je n'exclus pas d'utiliser Native Script aussi, mais en tout cas React Native, j'y ai trouvé ce que j'étais venu y chercher. Par contre, c'est pas non plus une technologie magique, ça fait pas tout pour vous, et ça va pas vous empêcher de faire certaines erreurs. Déjà, l'UX mobile, c'est un métier. Personnellement, c'est pas le mien. Je l'apprends encore, je travaille avec des gens qui savent le faire, d'autres qui savent moins le faire, et c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur le web. L'UX,
sur mobile, il faut l'apprendre, c'est un domaine à part et ça, React Native vous aidera pas. Il faut commencer par... En fait, je crois que j'ai un seul conseil à donner là-dessus sur l'UX mobile, c'est qu'il faut faire et tester. Et il faut essayer, réessayer, modifier. Et donc forcément, quand on a une techno comme React, une approche comme React qui permet de très facilement changer l'IHM, de la prendre à un moment donné, de la modifier et puis de renvoyer une version en prod, et ben c'est plus facile. En tout cas, en ça, React Native ne vous aidera pas, ça reste des briques de base qui vous permettent de construire une... La navigation, c'est toujours, tous les projets que j'ai pu aborder, dont certains qui sont encore en cours, c'est très compliqué React Native, la navigation, mais je crois que c'est lié au développement mobile en général. Au début, c'est toujours simple, et puis on arrive toujours dans des cas où c'est le bazar. Là aussi, si vous avez une solution miracle ou une librairie géniale qui gère très bien la navigation et qui évite les problèmes qu'on peut rencontrer, venez me la donner après, je suis très intéressé, parce que c'est un problème récurrent. À partir du moment où il y a un nav dans une app, il y a toujours une galère autour de ça. Et voilà, oui, il y a des efforts. Il y a une librairie qui s'appelle React Navigation qui ambitionne de réconcilier tout ça, mais ça a été essayé récemment et ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on aurait pu croire. C'est un peu jeune aussi. Ce que React Native ne vous empêche pas de faire, c'est de mal utiliser React. Donc je vous disais tout à l'heure, React c'est très simple. En général, on met du Flux avec. Ça aussi, c'est très simple. Le problème, c'est qu'on peut vite se tromper. On peut vite faire des bêtises. On peut vite créer de la complexité là où il n'y en avait pas besoin. On peut vite ne pas comprendre le pattern parce que le pattern il est nouveau et il nous oblige à réfléchir différemment. Donc Julien tout à l'heure va nous montrer un peu les questions qu'il faut se poser quand on fait du React. Mais là aussi, React Native n'empêche pas une mauvaise utilisation de React. Et ça, potentiellement, c'est un problème sur un mobile. Parce que sur un mobile, si on fait trop de re-render, si on fait trop, alors c'est pas des reflows et des repaints comme dans un navigateur, mais le souci c'est que si on déclenche trop de mutations de notre IHM, de transition, si on fait trop de changements dedans qui sont inutiles, on va avoir un impact direct sur la batterie. Et depuis quelques générations d'OS, les devices vous proposent dans les settings la possibilité de voir quelle application consomme le plus de batterie sur votre téléphone, batterie cumulée. Et ça c'est embêtant parce que forcément si votre batterie qui est utilisée une fois par semaine par votre utilisateur consomme la moitié de sa batterie et tout en haut de la liste, c'est pas une bonne chose. Donc React Native ne vous empêche pas de mal utiliser React. Un autre point, alors ça c'est très subjectif, c'est peut-être un troll, je sais pas, mais c'est une erreur que j'ai vu reproduite beaucoup quand on fait du mobile, quand on démarre les mobiles et quand on vient du web ou pas d'ailleurs, c'est de démarrer un projet Photoshop, un projet mobile. Pour moi c'est une erreur, c'est une hérésie systématique, c'est une perte de temps incroyable. On fait faire aux développeurs des tonnes de styles qui ne sont pas nécessaires. J'aurais tendance à vous dire, si je pouvais vous donner un conseil, qui vient de mon même expérience, donc vous pouvez aussi décider que je me trompe, il n'y a pas de souci, c'est de commencer avec le minimum de style, d'avancer dans votre UX, de le tester et de juste styler à la fin, ou en tout cas d'envoyer des screenshots de votre application une fois qu'elle marche à un designer pour que lui s'occupe de mettre le style qui va bien dessus, une fois que vous avez trouvé comment ça doit marcher. Parce que comme je le disais, l'UX mobile, c'est compliqué, c'est un métier, et il est rare de trouver la bonne recette, le bon fonctionnement au premier jet. Est-ce que, vous êtes en train de me demander, est-ce que vous avez besoin d'essayer de React Native, que vous avez essayé React Native, est-ce que vous devez le faire? En fait, moi je vous dirais oui, parce que c'est toujours bien d'aller vers de nouvelles technologies, c'est toujours bien de sortir de ce qu'on sait faire, de découvrir de nouvelles choses. Maintenant, ça dépend si vous voulez faire du mobile ou pas. Moi je pense quand même que ça vaut le coup de prendre le temps d'installer React Native, de bouger 2-3 trucs dedans pour se rendre compte à quel point c'est magique de faire une application mobile, à quel point on voit plus du tout la complexité des deux plateformes séparées avec leur batterie de trucs à télécharger. Si vous avez essayé de faire du développement Android par exemple, vous avez dit bon, non je peux faire du développement Android, je vais aller télécharger le studio et les 15 ou 20 gigas, enfin j'en sais rien, de dépendance qu'on est obligé de tirer pour pouvoir faire un Hello World, oui c'est un problème. Là c'est vrai que l'avantage avec React Native c'est qu'on peut commencer très vite à faire du mobile. Donc pourquoi s'en priver? Si c'est pour un client, si vous ne savez pas faire de natif, si vous savez faire du natif et que c'est bien, que ça s'est même passé la dernière fois, faites du natif. Si vous ne savez pas faire de natif ou si vous avez eu des problèmes lors de vos derniers projets ou vous trouvez qu'ils sont trop longs, ben je vous invite à essayer React Native. Encore une fois, c'est une demi-heure pour se faire une idée dessus. Cette question n'est pas exactement la même que la précédente. Est-ce que si je dois essayer une approche, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que c'est l'approche qui est bonne, ce n'est pas l'implémentation React Native ou l'implémentation Native Script.
c'est l'approche d'utiliser, de générer de la UI native depuis JavaScript. C'est ça qui marche. Est-ce que je dois essayer plutôt React Native ou plutôt NativeScript? Ben là, il n'y a pas de réponse absolue. C'est exactement le même débat que React Angular. Les deux se valent. C'est deux approches différentes, deux états d'esprit différents. Et finalement, c'est une question très subjective de feeling, de ce que vous allez préférer. Donc j'ai envie de dire, si vous ne connaissez aucun des deux, essayez les deux ou essayez le premier. Alors pas de bol, j'ai mis le premier Angular à gauche, NativeScript à gauche. On parle à droite. Et si vous avez déjà une préférence pour React ou Angular, je vous invite à aller vers celui qui utilise nativement Angular ou qui fait du React. Ça facilitera forcément votre apprentissage. Et encore une fois, le but là, c'est de découvrir quelque chose et de découvrir une nouvelle manière de faire. Je parle pas mal de NativeScript à l'heure, mais c'est une technologie que je connais assez peu. Si dans la il y a un développeur NativeScript qui a déjà travaillé avec et qui a déjà livré une application, je suis très intéressé de boire une bière avec lui après, s'il y a des bières, je ne sais pas s'il y a un apéro, pour en fait avoir des retours d'expérience et pour confronter ce que moi j'ai rencontré sur les applications React Native que j'ai créées depuis le début ou que j'ai audité et auxquelles je participe à la reprise. Donc tout ce que j'ai pu voir en termes de patterns, d'anti-patterns et de difficultés, ben, j'aimerais bien confronter ça à quelqu'un qui fait du NativeScript. Donc par hasard, un développeur NativeScript dans la salle? Vous aviez déjà entendu NativeScript avant ou pas? Ouais? NativeScript ou déjà entendu parler de NativeScript? Ouais, juste déjà entendu parler, d'accord, ok. Donc mais pourtant, à la dernière DevFest, il y a eu une présentation NativeScript. Ici? Enfin, ici, la DevFest organisée par les mêmes organisateurs? D'accord, ok. Bon. Et React Native, alors, par curiosité, qui c'est qui connaissait React Native ici? De nom au moins? Ok, d'accord, quand même, ouais. Ah ouais, quand même. Ok, et qui c'est qui l'a déjà utilisé? Ok, qui c'est qui l'a déjà utilisé et qui dit que j'ai dit de grosses bêtises dans tout ce que je dis? Alors Julien, c'est pas vrai, je le sais. Voilà. Ok, très bien. Ouf. En plus, on était en live, donc je pouvais pas dire trop de bêtises. J'avais un peu la pression. C'est fini pour moi. Je voudrais juste remercier Julien qui m'a un peu forcé à faire cette conférence parce que moi au début je voulais pas. Raphaël et Silver qui sont dans la salle et qui m'ont relu. Alors ils ont relu une présentation hier midi et hier soir qui n'est absolument pas celle que vous venez de voir parce que j'ai tout changé aujourd'hui. Paul aussi qui travaille avec moi sur le projet spatial justement et qui m'a donné des sources très très intéressantes, notamment il m'a trouvé un super sur les perfs. Et puis mon épouse qui a corrigé cette présentation, et Gilles Debonne, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui a réalisé au DevFest justement une présentation. Je ne connaissais pas du tout, mais il me l'a envoyé complètement par hasard vendredi, et j'ai trouvé cette présentation absolument géniale. Je vous recommande d'aller la voir. C'est un développeur Angular avec un background en computer science, ce que j'ai compris, qui explique comment il a découvert React et ce qu'il a trouvé de bien React et Flux, puisqu'il utilise Redux. Et j'ai trouvé cette présentation absolument géniale. Et il y a plein de choses, il y a des petits bouts là que j'ai repris et j'ai trouvé que la manière de présenter était super. Donc si vous n'avez pas vu cette présentation, je vous invite à retrouver le PowerPoint sur Internet ou le PDF et à la lire parce que je pense que c'est un peu un résumé de tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre aujourd'hui sur ces deux trucs chelous qui sont Angular 2 d'un côté et enfin Angular d'un côté et React Redux de l'autre. Voilà, j'attends vos questions. C'est une très bonne question. Je ne crois pas. Alors là, je fais que répéter, je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais j'ai vaguement entendu parler qu'il y aurait une tentative de rapprochement entre React Native et React. Parce que la problématique maintenant, c'est que si on veut faire. React Native permet de coder sur iOS, Android, mais pas en web. Et la problématique, c'est qu'il y a d'autres projets où on aimerait bien quand même avoir une plateforme. Et j'ai vaguement entendu parler de. Ok. Alors il existe React Native Web, que je n'ai jamais utilisé, qui est en fait, je crois que c'est fait par Exponent, qui est un ancien de Facebook et qui fait beaucoup de modules autour. Non, c'est pas ça. React Native Web, ça fait pas ça? Ça fait ça, mais c'est fait par un dev de chez Twitter. D'accord. Et c'est utilisé d'ailleurs dans la toute récente version Twitter Live qui vient de sortir ok. En 2 semaines. Et ils ont utilisé là-dessus. Et ça marche bien? Bah, y a des gars qui ont dit qu'ils ont pris une appli native et ils ont utilisé React Native Web en 10 minutes. Et ça marche, c'est génial. Bon, à mon avis, quand on atteint
tape dans la couche native, ça doit moins marcher, mais je pense que pour beaucoup de cas, c'est pas mal. Là aussi, si vous avez du feedback, ça m'intéresse parce que ça peut aider. Ouais, il faut qu'on en discute. Ouais. Cool. Voilà. Sinon, ouais, c'était comme tu me parlais d'un rapprochement React Native, React. Ça doit être ça, D'accord, ok. Ouais. C'est pas grave. Moi non plus. Ouais. Non. L'application, en fait, on peut mettre du code natif dedans. L'application va être compilée pour tout ce qui est natif et pour une partie qui est la partie React Native en code natif, en bytecode natif. Par contre, on a quand même notre bundle.js qui va tout simplement être webpackisé et qui va être mis dans l'application. Et il va être livré comme ça sur le device de l'utilisateur. On va le mettre comme ça sur l'App Store et il va en marquer le device, enfin le bundle.js, pardon, et les assets. On garde le principe de la WebView Ah non, il n'y a pas de WebView. Alors là où j'ai peut-être été pas clair, on va revenir en arrière parce que c'est une question importante. Surtout que je me suis moqué de Flash en disant que c'était un player dans le player. Il ne faut surtout pas que vous croyiez qu'en fait React Native c'est aussi un player dans le player. Hop. Non, en fait, JavaScript, c'est juste sur iOS, c'est un JavaScript core qui est lancé. C'est juste un process, une sorte de process node en fait, qui va exécuter le JavaScript, qui n'a aucune opération directe sur la UI, qui n'a même aucune opération directe sur le système de fichiers. Ça va juste être un process qui va être chargé de contrôler la logique. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher à un moment ou à un autre? Mais tout ça, ça va être demandé en fait, à la couche native. Donc, c'est pas du tout un process, c'est pas du tout une WebView, c'est vraiment juste le process JavaScript. L'idée, c'est vraiment de coder et d'exécuter aussi. C'est une différence par rapport à Xamarin. C'est de coder et d'exécuter en fait du JavaScript. Et par contre, de déléguer tout ce qui est gourmand, tout ce qui est complexe, tout ce qui est mieux implémenté par l'OS de la plateforme que ce qu'on pourrait faire en JavaScript, et bien justement au SDK de la plateforme. Ce bridge-là, c'est justement les composants qui amènent. Alors, ce bridge-là, j'ai dit deux choses. J'ai dit accéder aux ressources de l'OS, par exemple, accéder au hardware, accéder au système de fichiers. Là, on va passer par des... alors, je vais essayer de retrouver ça. Par des modules natifs qu'on a bundle dans notre application. Hop, voilà. Ici, où je vais écrire du code natif, en haut. Et je vais le manipuler directement depuis JavaScript. Alors, je ne le manipule pas directement, mais je passe par une sorte de bridge. Et ensuite, il y a ce qui est de l'UI. L'UI, c'est React Native qui le gère pour nous. Nous, on fait du React classique. On implémente notre React Flux classique sans spécificité particulière, si ce n'est les composants qu'on met dedans. Et c'est lui, au moment des updates, qui va choisir de créer tel ou tel composant et de l'afficher à l'écran. Voilà, donc il n'y a pas du tout de WebView dans un player. Dans le player, on utilise le JX Core uniquement, enfin le JavaScript Core, pardon, uniquement pour faire tourner notre logique, quoi, pour faire tourner notre logique JavaScript, notre logique métier, finalement, ce qui compte, quoi. Le reste, c'est de la littérature. Là-bas, d'abord. Du coup, ça veut dire que si on veut demander la couche native, tout ce qui est un peu gourmand, au niveau du spécifique, par exemple, Ouais. Alors, le JavaScript déjà, là on parlait de computing. Le JavaScript, le computing, c'est son gros défaut. Par contre, après, tout ce qui est entrée-sortie, il est super fort, quoi. Bravo Node. Bravo Node. Et j'ai plus ma présentation. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est lancer des workers. Donc tu peux déléguer temporairement un traitement à un autre process qui va te retourner un résultat comme un film. Après, ça dépend de ce que tu veux faire en termes de computing lourd. Il est évident que la meilleure approche, c'est celle qui est utilisée par exemple pour les modules de caméra qui existent dans la communauté React Native. On va utiliser le code natif, bien implémenté, qui utilise bien l'API comme il faut de l'OS, et on va se contenter juste de déclencher l'action. Hey, j'ai besoin de prendre une photo côté JavaScript, et à la fin, je reçois ma photo qui a été downsamplée si nécessaire par la couche native. Parce qu'évidemment, c'est plus performant. Voilà. Et après, sur NativeScript, si j'ai bien compris, c'est une approche qui est un peu différente. C'est-à-dire que NativeScript, en fait, ils ont un pattern qui est dingue. Ils font au moment du build, si j'ai bien compris, ils font une réflexion de tout le SDK Android ou de tout le SDK iOS, et ils exposent des équivalents JavaScript à ton code JavaScript pour tout. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est que tu développes
en utilisant le SDK, mais sans vraiment l'utiliser en JavaScript. Et ça, c'est là-dessus moi que j'aimerais vraiment comprendre si ça marche vraiment ou c'est pas. C'est comme ça qu'ils le décrivent en tout cas. Hein. J'ai lu beaucoup de choses pour essayer de comprendre ce fonctionnement et j'aimerais vraiment savoir si ça marche dans la vie réelle, ça. Voilà. Je trouverai quelqu'un pour répondre. Oui. C'est juste une petite précision par rapport au CSS. En fait, ce qui pour moi est quand même vraiment proche du CSS, c'est que ça utilise un moteur Yuga qu'ils ont développé, qui s'appelait au début CSS Layout. Et ils ont pris toute la suite de tests qui tournait sur Chrome pour implémenter. Ils ont implémenté en fait Flexbox en utilisant la suite de tests de Chrome. Ok. D'où la similarité de l'API. Ok. Ça, et il y a de plus en plus des choses qui s'apparentent à du CSS depuis pas très longtemps. On a les pourcentages qui marchent. On a Il paraît, je ne sais pas si c'est release, ça les pourcentages ou c'est encore un. Ok. Il y a les positions absolues, ce genre de choses. Donc vraiment, on peut prendre un dev qui fait presque du jQuery, du Bootstrap. C'est ça. Faut pas exagérer quand même. Qui arrive un petit peu à styler les composants. Alors, il ne va pas s'occuper de l'architecture de l'appli. Ouais. Mais il va pouvoir un peu, quand on va lui dire, voilà, tu as un mock-up, tu fais Ok. ça. Ok. C'est pas le domaine de React Native que je maîtrise le mieux les styles. Moi, je sais que tout de suite, ce qui m'a manqué, c'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur du SCSS ou ce que j'ai utilisé sur l'S. Mais je suppose qu'il doit y avoir pléthore de modules, peut-être des milliers probablement de modules qui gèrent ça. Du CSS et même du SAS pour Ouais. faire son appli React Native. D'accord. Ok. Et ben voilà, j'apprends quelque chose et merci beaucoup. D'autres questions? Ah, on me dit que le temps est expiré. Super. Pourtant, j'ai tenu les 45 minutes sur la presse. Merci. Des appareils. Ça t'a plu? Cool.